En fait, la première mission, c'est d'accompagner des agriculteurs et agricultrices qui se sont portés volontaires dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires. Et même d'ailleurs pour travailler sur leurs pratiques agricoles de manière plus générale. La deuxième mission du réseau défi, c'est de produire des connaissances, des références qui soient appropriables, transférables, diffusables sur les systèmes de production à bas niveau d'intrants et aussi à bas niveau d'utilisation de produits phytosanitaires. En fait, euh, on atteint cet objectif, ou en tout cas on travaille cet objectif de deux façons. D'abord, évidemment, avec les retours d'expérience de terrain, donc les essais, les évolutions de pratiques chez les agriculteurs du réseau. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de mettre en valeur à travers ces webinaires. Et puis, il y a une deuxième façon aussi de capitaliser toutes ces connaissances et ces références, c'est en collectant toutes les données techniques de tous les systèmes de culture sur le terrain. À ce jour, le réseau il est constitué de 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires qui se sont engagés à travailler donc, sur leurs pratiques agricoles avec l'objectif de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Et le réseau défi est aussi constitué de 41 projets d'expérimentation qui testent et évaluent des systèmes de culture qui utilisent les produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau défi est présent sur la totalité du territoire métropolitain et sur le territoire ultramarin. Et il rassemble en fait les principaux acteurs du développement agricole. Donc alors évidemment les chambres d'agriculture, mais aussi le réseau CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques et les organismes de recherche comme l'INRA et le CIRAD. Pour tous les détails, en fait, on vous met dans un lien dans le chat et dans la description de la vidéo pour ceux qui le regarderont en replay. On vous met le lien vers la page internet qui raconte un petit peu ce réseau. On en profite aussi pour vous rappeler que sur ce site Ecofitopic, vous pourrez retrouver toutes les productions du réseau, donc toutes les fiches techniques des travaux de terrain, toutes les vidéos de témoignages. Vous pourrez trouver des pages web aussi qui sont régulièrement mises à jour par nos ingénieurs du réseau. Et vous pourrez aussi retrouver la synthèse des 10 ans du réseau qui démontrait la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires à échelle française. Dans cette série de webinaires, en fait, on revient sur le détail des résultats techniques, des démonstrations de terrain qui permettent d'expliquer, de démontrer, d'expliquer ces résultats au jour le jour. Avant de passer au sujet du jour, encore peut-être deux rappels techniques. Le premier, c'est que pendant les interventions d'Aurélie et Yves, vous pourrez poser vos questions à l'écrit dans l'onglet Q&R que vous voyez en haut de votre écran. On prendra après chaque intervention un petit temps de débrief pour répondre à ces questions et discuter avec nos deux intervenants du jour. Deuxième point technique, c'est aussi de vous rappeler que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé. Donc normalement, si vous êtes inscrit via le lien qui est sur Ecofitopic ou que vous avez reçu par mail, vous recevrez aussi par mail le lien du replay. Aujourd'hui, on accueille deux ingénieurs réseau défi qui sont donc Yves Ferrier et Aurélie Cabirol pour discuter avec vous du lien entre santé des cultures, état du sol ou gestion du sol et utilisation des macérations de plantes. Les travaux donc, c'est des travaux que vous avez menés avec vos groupes d'agriculteurs et surtout, on peut le rappeler, que vous avez conduit à leur demande. En fait, c'est pour répondre à leurs besoins que vous avez travaillé et creusé avec eux ces sujets que vous allez nous présenter aujourd'hui. Yves, qui est notre premier intervenant, est ingénieur réseau défi dans le Tarn. Yves, je crois que tu travailles avec un groupe qui est super diversifié, où il y a des éleveurs, des polyculteurs éleveurs, où il y a du semi-direct. Je crois que tu as des bios aussi dans ton groupe, mais qui travaillent tous autour d'une thématique commune, qui est le lien entre l'état du sol et la santé des cultures. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, on va vous mettre en lien dans le chat ou dans la description, vous pouvez retrouver la page que Yves tient à jour et qui recense tous leurs travaux et toutes les fiches qu'ils ont pu produire. Entre autres travaux, pardon, avec ces agriculteurs, vous vous êtes intéressé à la question du traitement des semences, puis aux questions des fongicides en végétation. Et assez naturellement, en fait, c'est des sujets que vous avez reliés à l'état du sol. Je te laisse la main pour nous présenter vos travaux et vos témoignages. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Yves Ferrier du Tarn, comme il a été dit. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par une présentation rapide du groupe et de ses axes de travail, un petit point de rappel sur l'agriculture de conservation,
Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec donc la gestion des traitements de semences, essentiellement sur céréales à paille, et les insecticides et fongicides en végétation sur les cultures. Donc le groupe que j'anime a un profil assez varié. On a un dénominateur commun, c'est l'agriculture de conservation, que tout le monde met en œuvre ou souhaite mettre en œuvre de manière plus poussée, et puis un atelier grande culture. Et à côté de ça, on a des choses très très diversifiées. Une brasserie qui devient pour la convivialité des réunions du groupe, des plantes aromatiques et médicinales, de la vigne, du maraîchage, de l'arbre, des éleveurs de bovins au vin, des légumes secs, du canard gras, des plants maraîchers, des œufs, du miel, etc. Certains ont de l'irrigation, d'autres non. Les ateliers grande culture ont des tailles très variables, de 25-30 hectares à plus de 200 hectares. Et puis, ils sont très dispersés géographiquement, sur des sols très variés aussi. On a des sols de Cosse, des coteaux argilo-calcaires, des plaines bien fertiles, des boulbènes, des limons très déstructurés, etc., etc. Et enfin, au niveau du profil aussi des paysans avec qui je travaille, on a pas mal de différences avec des agriculteurs de naissance, entre guillemets, puis d'autres qui sont venus à la terre après avoir été psy, négociants du papier, ingénieurs en aéronautique, etc., etc. Donc, en fait, ces 12 fermes, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble et n'ont pas d'autres lieux communs à tous que le groupe des filles. Donc, c'est un petit peu compliqué en termes d'animation, mais heureusement, ils sont tous très motivés et du coup, on s'en sort quand même à peu près bien. Alors, je reprécise les trois grands principes de l'agriculture de conservation, même si je suppose que la majorité d'entre vous les connaissent. Donc, c'est un système de production où on a un travail du sol minimum et raisonné si jamais on doit en faire un. Donc, on n'est pas dans la logique des puristes où seul le semi-direct est toléré. On se laisse un peu de souplesse. Une couverture maximale des sols et ensuite une diversité maximale sur la ferme. Et là où il y a le tracteur, c'est un semi-direct de pois féveroles dans un couvert de sorgho piper. Vous avez un maïs semé en direct qui lève après un couvert de féveroles, enfin semé dans un couvert de féveroles. Et vous avez aussi, même si on ne travaille pas sur la vigne spécifiquement dans le groupe, des couverts végétaux sur une vigne. Alors je vous montre les plus belles photos qu'on a, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a aussi quelques échecs de temps en temps. Alors, dans le groupe, on a deux grands types d'enjeux. La moitié est en bio, donc pour eux, l'enjeu c'est de limiter le salissement avec un travail du sol minimal, et puis de travailler sur la fertilité des parcelles, puisqu'ils n'ont que la fertilité naturelle. Et puis l'autre moitié du groupe, en conventionnel, pour eux, il y a deux enjeux, c'est trouver le meilleur compromis entre très légers travaux du sol et usage des herbicides, plus pour certains l'arrêt du glyphosate, et puis éviter autant que possible l'usage des fongicides et insecticides. La première étape, suite au diagnostic qu'on avait fait, le diagnostic initial au démarrage du groupe, on s'est rendu compte que les traitements de semences, ils étaient appliqués de manière systématique, sans aucune estimation du risque, aucune appréciation de son utilité ou pas, et qu'en plus, c'était peut-être le traitement phyto le plus facile à essayer de supprimer. Donc, on est parti sur cette piste-là. L'interdiction du gaucho, en plus, en 2018, nous a un peu facilité le travail parce que ça restait un peu tentant de mettre du gaucho pour éviter de faire un traitement ensuite insecticide en végétation, vu que chez nous, les pucerons sont quand même pas négligeables. Mais là, du coup, comme le gaucho avait disparu assez rapidement, ça a accéléré le mouvement pour vraiment aller vers des suppressions de traitement de semences. Donc, on a fait en plusieurs étapes la réflexion. La première, c'était pour passer traitement de semences, il faut avoir des semences saines. Alors, le plus simple, ce serait d'acheter de la semence certifiée, mais sans traitement. Sauf qu'en fait, c'est pas toujours disponible, c'est parfois cher. Et donc, en fait, on est parti de semences de ferme.
Et du coup, ça nous exclut des espèces comme le maïs ou le tournesol. Et ce qu'on fait, c'est qu'on produit la semence sur une parcelle où, au départ, on traite la semence pour éviter de se retrouver donc avec une semence déjà contaminée. On rajoute en plus le respect des précautions de base habituelles, hein, trier soigneusement le grain, vérifier les taux de germination avant de semer. Et puis, on a découvert avec le groupe aussi qu'on pouvait, pour les bio, faire des analyses de présence de caries sur les lots de semences. À l'époque, ça se faisait pas trop dans le secteur. Donc, on est parti là-dessus avec quand même une grosse limite, c'est l'interprétation des analyses qui n'est pas du tout facile, parce qu'il y a une zone un peu grise où selon le nombre de spores présentes, on ne sait pas trop si c'est vraiment risqué ou pas de ressemer. Donc, c'est pas non plus la panacée, mais c'est quand même mieux que de ne rien faire. Donc voilà, on est parti sur ce premier volet, donc produire de la semence saine, on fait tout simple, semence fermière et produite avec un traitement de semence. Ensuite, il a fallu quand même gérer la partie sol aussi en face et les contaminations issues de la parcelle. Et là, donc, la biodiversité, j'ai oublié de changer de diapo, est notre allié. On s'est appuyé notamment sur les travaux de Lionel Rangeard de l'INRAE de Dijon. Vous voyez là une de ces diapos qu'il a produites où en bas à droite, il nous fait des mesures sur la durée de vie des pathogènes dans le sol, qui est beaucoup plus faible dans un sol avec de la biodiversité. Du coup, on s'est dit que l'agriculture de conservation, qui est quand même favorable à cette biodiversité du sol, allait quand même contribuer à limiter les risques de contamination des cultures par éventuellement des sols en l'absence de ces traitements de semences. Ça nous a conforté dans le cheminement qu'on avait mis en place. Et donc, on est arrivé à cette conclusion que si on se met sur un sol sain, en ayant récolté des semences saines au départ, on n'aurait pas trop de soucis. Donc, on a essayé de fuir l'image que vous voyez sur la gauche, des sols nus, hydromorphes, pour semer plutôt dans des sols en parfait état. Donc, pas d'hydromorphie, pas de latence. Donc, pas de semis en force à un moment où il a trop plu. Avec donc de la biodiversité et évidemment sans inoculum identifié. Si on a déjà fait une récolte avec de la carie sur une parcelle, là, c'est autre chose. Et enfin, pour se rassurer, on a fait quelques essais. Alors, pas des essais très très scientifiques avec répétition, analyse statistique, etc. C'était plutôt histoire un peu de se rassurer. On s'est rendu compte qu'en fait, sans traitement de semences, le monde ne s'effondre pas, pardon, voire même il s'améliore. Hein. Si vous examinez les chiffres, vous pourrez voir que par moment, on a même fait de meilleurs rendements sans traitement de semences qu'avec traitement de semences. Et puis, on s'est aussi rendu compte d'ailleurs que les limaces préfèrent les semences non traitées aux semences traitées quand on a fait les essais. Donc, du coup, si on a un petit peu pris l'option de semer un petit peu plus dense quand on est sur des parcelles à risque. Voilà. Donc, les essais nous ont rassurés et aujourd'hui, dans le groupe, quasiment plus personne ne fait des traitements de semences sur tout ce qui est céréales à paille. Et personne n'est tenté de revenir en arrière là-dessus. Ensuite, une fois qu'on avait supprimé les traitements de semences, on était bien content et on pensait que du coup, on avait fini notre travail dans le dispositif DEFI. Mais nos chefs de réseau DEFI nous ont demandé de continuer à travailler. Bon, donc on a continué. Et on s'est attaqué du coup aux fongicides en végétation. On avait entendu parler des travaux d'Olivier Husson sur le rôle du potentiel redox, pH, redox, pardon, santé des plantes. On a décidé du coup d'explorer un peu tout ça, de voir en quoi ça consistait. On a un intervenant aussi, Konrad Schreiber, qui nous a aiguillé là-dessus.
Donc là, je vous ai mis la croix redox selon Olivier Husson. Bon, honnêtement, dans le groupe, on n'y comprend pas grand-chose dans tous ces phénomènes physico-chimiques. On n'est pas des experts de tout ça. Mais on s'est dit que de toute façon, on ne comprend pas non plus exactement comment une molécule chimique d'un produit fonctionne, mais qu'on pouvait quand même essayer de se mettre à respecter les principes qui nous conseillent pour avancer. Donc, on a laissé tomber la croix redox. On est allé sur quelque chose d'un peu plus pratique. Donc, en fait, Olivier Husson nous explique, donc Olivier Husson est chercheur au CIRAD et qui a consacré à peu près toute sa carrière à ça. Alors, ces travaux sont contestés par une partie de la communauté scientifique. Donc, chacun se fera son avis là-dessus. Moi, je n'ai pas les moyens de vie. Il a quand même travaillé avec des gens très, très reconnus de l'agriculture de conservation, notamment Lucien Seilly. Et il nous fait ce schéma où il nous explique que l'équilibre entre le pH et le potentiel redox où on se trouve, on a des plantes qui vont être en bonne santé, ou en tout cas plus de probabilité d'être en bonne santé, et d'autres secteurs de pH redox où les plantes seront beaucoup plus exposées au risque d'être attaquées par des insectes, des champignons. Et donc, il faut s'efforcer de rester dans la bonne zone pour qu'on limite les risques. Alors, des fois, pour le présenter aux agriculteurs, je parle un peu, c'est comme un élevage où on a le couple température-humidité des bâtiments qui, si on sort de l'optimum, génère des problèmes après sur les animaux. On se dit que c'était peut-être un peu pareil. Donc, selon Olivier Husson, pour rester dans la bonne zone de pH redox qui va bien, il faut donc éviter l'oxydation et plutôt aller vers tout ce qui est réducteur. Et tout ce qui est réducteur, c'est du non-travail du sol, c'est un maximum de couverture des sols et de photosynthèse sur la parcelle, et ne pas utiliser d'engrais oxydants. Donc ça tombe bien, encore une fois, par rapport à l'agriculture de conservation, on était dans les clous, et ça concordait bien avec les pratiques mises en œuvre sur la ferme. Au final, c'est un peu lancé dans l'aventure, on a mis en place les grands principes que je vais vous dire après, et comme pour les traitements de semences, on a fait quelques essais pour se rassurer. On s'est équipé d'un appareil de mesure que vous voyez en photo, là, le Sensine, qui permet de faire des mesures de pH, redox, conductivité et autres valeurs sur différentes cultures. Et donc, on s'est amusé à faire des comparaisons pour voir si nos pratiques avaient un impact sur le pH redox. Donc là, je vous ai mis un, un graphique avec des résultats. Alors, sans traitement et avec traitement, je précise, ce n'est pas des traitements phyto, c'est des applications d'oligo-éléments ou des fermentés de plantes dont vous parlera plus tard Aurélie. Et donc, si on voyait quelque chose sur la plante avec les mesures, on s'est rendu compte que le groupe bleu était dans une plage quand même qui nous semblait être un peu meilleure que le groupe rouge. Et des repères que nous a donné Olivier a constaté que ces applications n'étaient pas inutiles. Ça a rassuré pour continuer à travailler sur tout ça. Et en fait, les grands principes qu'on applique maintenant sur plusieurs fermes du groupe depuis quelques années, donc c'est couverture maximale des sols. Je le redis parce que c'est le socle, c'est pas juste quelques extraits fermentés de plantes ou quelques applications de produits divers et variés qui vont changer le tout. Il faut vraiment partir de la base. Ensuite, travail minimum, biodiversité maximale. On ne fertilise qu'à l'urée, qui est censé être l'engrais qui demande le moins d'énergie à la plante pour être assimilé, qui demande le moins de consommation d'eau, qui est assez peu lixiviable si le sol fonctionne bien. Ensuite, on apporte systématiquement des oligo-éléments en foliaire, avec parfois un peu de soufre et ou des extraits fermentés de plantes fabriquées à la ferme en général. Et ensuite, on fait une surveillance serrée des cultures. Hein. Si jamais ça ne va pas, on sort un fongicide classique pour sauver la récolte. L'idée n'est pas de se priver à 100% des fongicides, mais de les mettre, enfin de tout faire pour ne pas arriver à avoir en mettre. Voilà.
qu'est-ce qui est réellement efficace dans tout ça? En fait, on ne sait pas, en termes agronomiques, scientifiques, dans tout ça, qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui est efficace, inutile, pertinent. Mais vis-à-vis des objectifs de départ, qui étaient de réduire, ça marche. Donc là, je vous ai mis sur la campagne 2023 l'IFT fongicide en fonction du rendement sur la majorité des fermes du groupe. Alors, c'est tout du blé, et il se trouve que tout le monde n'a pas forcément du blé chaque année, donc il n'y a pas les 12 points. Et on se rend compte que sur les rendements moyens, alors déjà, il n'y en a qu'un qui a gardé les fongicides, les autres ont supprimé. Les meilleurs rendements se sont faits sans fongicides. Et ensuite, si on va regarder un petit peu plus loin, donc 230 hectares de blé meunier là, sur le groupe en 2023, 39 hectares à traiter seulement. Et on a quand même des parcelles qui faisaient une quinzaine d'hectares où on est allé à 65 quintaux de récolte sans avoir appliqué de fongicide. Sachant que chez nous, 65 quintaux, c'est déjà pas mal, et la moyenne tourne autour des 50 en général. Donc, pour notre situation à nous, on se rend compte que quand on fait tout ça, ben, les fongicides deviennent exceptionnels. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on en est là. Donc, du coup, on pense que ça va pouvoir continuer. Les agriculteurs sont plutôt satisfaits. Là. Et ben, pour beaucoup, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a pas de nostalgie des phytos, enfin des fongicides en tout cas. Et du coup, je voulais finir par une petite anecdote. On s'est rendu compte en cours de route que certains adhéraient à des filières où le cahier des charges leur imposait un traitement de semences et un fongicide en végétation. Donc on était complètement à rebrousse-poil des demandes de la filière qui elle-même est à rebrousse-poil de la demande de la société maintenant. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Merci à vous de votre écoute. Merci pour ton mot de conclusion, Yves. Peut-être, donc vous pouvez poser vos questions à Yves par rapport à sa présentation dans l'onglet QR. Peut-être une première question que je voulais te demander, c'était de savoir si tous ces résultats que vous avez, enfin tous ces résultats que vous avez démontrés, mais surtout tous ces travaux que vous avez menés et même sur les bases de l'agronomie, sur la couverture du sol, etc. Est-ce que vous en avez vu euh, une diffusion ou un export vers d'autres collectifs de travail? Alors, les bases agronomiques sur l'agriculture de conservation, moi j'y travaille depuis très longtemps, donc ça fait longtemps qu'on y travaille tout le monde. Par contre, le volet baisse des phytos, mais c'est avec le groupe Défi qu'on a embrayé là-dessus. Comme c'est un peu mon laboratoire, on a démarré les formations autour de ces thématiques-là, que ce soit Olivier Husson, Konrad Schreiber, Eric Petiot, tous ces gens-là, avec le groupe. Je sais qu'avec eux, on peut tester, que si on est déçu d'un intervenant ou autre, ils ne vont pas se fâcher. Ensuite, on a testé la mise en œuvre de ces principes sur le groupe. Tout ça marche. Donc, les formations maintenant sont proposées depuis quelque temps à l'ensemble des agriculteurs du département. Et on a eu pas mal de participants. Hein. On a fait plusieurs sessions de chacun. Et ensuite, ben, moi, dans les conseils individuels qu'on fait là, en prestation de suivi agro, c'est pareil, c'est des choses qu'on met en œuvre en dehors du groupe euh, sur pas mal de fermes. En fait, il y a eu deux volets. Il y a eu la transposition de la formation et la transposition du conseil. Merci beaucoup. Et il y a déjà deux questions dans le chat. Tu nous as parlé de diagramme pH redox en nous disant que tu n'étais pas forcément un pro et que tu comprenais pas forcément toujours ce qui se passait. Je t'avoue que moi non plus, donc je vais te poser les questions en naïf. Donc sur ta diapo 12, en fait, il y avait ces points de mesure. Et il y a une première question qui était de savoir à quoi correspondaient en fait les chiffres sur les axes des X et des Y. Alors, d'un côté, c'est le pH, et de l'autre côté, c'est le niveau d'oxydation-réduction.
D'accord. Et donc, bah, peut-être que tu peux nous repartager cette diapo pour nous les Ah, remontrer. alors oui, Et à quoi ça correspond en ordre de grandeur, tu vois? C'est même, admettons, si on connaît absolument rien au pH, est-ce que ce pH-là, c'est un pH acide, un pH réduit? euh, hop, euh, c'était celle-là, hein. Ouais, c'était celle-là. Euh, alors en fait, en général, ce sur quoi on s'applique surtout, c'est à limiter l'oxydation. Donc il faut qu'on... Et l'oxydation, c'est les chaînes de gauche, pardon, là, qui va de 320 à 355, là. Donc c'est des millivolts, si je me souviens bien. Et donc, ce qu'on cherche, c'est toujours aller vers le bas. Et en fait, alors, il y a des zones. Après, moi, je ne suis pas un expert pour dire exactement quelles sont les valeurs absolues. À chaque fois, je vais reprendre les documents que Olivier Husson nous a laissés pour vérifier. En plus, c'est pas pareil selon toutes les plantes. La vigne notamment est très à part. Mais ce qu'on avait constaté, c'est que le groupe bleu était nettement moins oxydé que le groupe rouge. Et c'était surtout ça qui nous a rassurés. OK, merci. Puis du coup, d'ailleurs, en fait, tu vois, quand je te dis que je suis pas un pro, j'ai dit une bêtise. Là, je voulais savoir si tes valeurs de pH en abscisse, elles étaient acides ou basiques, et pas acides ou réduits, j'ai dit n'importe quoi. Et donc là, c'est ton ordonnée qui est l'axe, oxydé réduit, c'est ça? Et en bas, on a le pH de 3 à 3,5. Mmh. Et à gauche, donc en vertical, de 320 à 355, le niveau d'oxydation réduction. Merci beaucoup. Et donc toujours sur ce même graphique, on a une question. Quid de l'intérêt du scanner Sensing? Est-ce qu'il a été calibré en amont avec, donc visiblement, c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Est-ce qu'il a été, calibré avec un modèle, en comparaison du kit Redox? iSensing est celui qui nous a été recommandé par Olivier Husson, qui est, je pense, la personne qui a le plus travaillé sur tout ça dans le monde francophone. Donc, du coup, moi, j'ai fait confiance à Olivier Husson, qui est d'ailleurs partie prenante un peu dans la mise au point de l'appareil, je crois. D'accord. Donc toujours sur les graphiques que tu nous as présentés, mais cette fois-ci sur le dernier, celui qui est 2 diapos plus loin, si je me souviens bien. Quelles pratiques ont été mises en place, en absence de fongicides, et quels étaient les itinéraires techniques? Les itinéraires techniques sur les 231 hectares, là, je ne peux pas vous les redire de tête. Mais donc, en fait, ce qui a été mis en place, je reviens du coup à... Voilà, c'est ça qui est appliqué là, sur ces fermes-là. Donc, l'agriculture de conservation, fertilisation uniquement à l'urée, 2 ou 3 apports systématiques d'oligo-éléments en foliaire, euh, et c'est tout. OK. Ah merci. Et tu vois toujours en fait sur ces rendements que tu as présentés, ça a posé tout de suite pas mal de questions. On en a une sur le fait que là tu présentes des rendements qui sont, pour beaucoup supérieurs à la moyenne départementale. Donc ça surprend déjà. Est-ce que c'est des contextes particuliers? Et puis surtout, est-ce que vous avez répété ces essais sur plusieurs années et est-ce que ça donne à peu près les mêmes résultats à chaque fois? Alors, ça doit être la troisième campagne que c'est significativement mis en œuvre là. Euh, Sauf qu'on a eu 2 campagnes avec une pression maladie relativement faible. Donc, du coup, on n'a pas voulu trop conclure. Ça se passait bien. Les agriculteurs estimaient qu'ils conservaient les mêmes rendements que les années d'avant avec 0 fonds. Euh, Sauf que, bon, année à faible pression de maladie, on ne voulait pas trop se hâter à conclure qu'on tenait le bon bout. 23, par contre, chez nous, on a eu quand même plus de pression maladie. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à collecter les chiffres précisément et à les mettre en forme pour communiquer parce que ça aurait été un peu malhonnête avant. On a des fois fait du 80 quintaux en orge avec 0 fongicide. D'accord. Donc en Je ne fait, sais pas si je réponds. là, ce que tu nous as présenté, c'était, vos résultats de 2023. Et donc quand est-ce que vous avez commencé ces essais-là? Les premiers itinéraires sans fongi, je pense que c'est 2020, je dirais. D'accord. Et donc là, c'était une des premières années avec une pression fongique un peu importante. Voilà, sauf que bon, pendant 2 ans, on ne savait pas trop si c'était la chance d'année facile ou si c'était que la méthode marché.
donc vous continuez à mettre ces essais en place. Alors Rendez-vous là, dans 2 aujourd'hui, ans pour avoir c'est pas plus de résultats. vraiment. Ouais, en fait, là, c'est pas des essais, puisqu'en fait, c'est toute la solde des fermes qui sont. Oui, Euh, les gars, des bidons phyto, maintenant, c'est des restes qui sont sur les étagères du local pour au cas où, mais on a plusieurs fermes où, voilà, des refonds, quoi, en routine sur toute la surface, sauf exceptionnellement une parcelle, ça peut arriver. Enfin, une parcelle ou deux, ou ce sera peut-être toute la surface une année catastrophe, on verra, mais pour l'instant. pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être une dernière ou avant-dernière question, parce que le temps tourne. Qu'est-ce que tu as parlé à un moment d'avoir une biodiversité maximale, et il y a quelqu'un qui pose la question de qu'est-ce que c'est que cette biodiversité maximale? Est-ce que vous avez essayé de l'observer un petit peu, donc des micro-organismes, de la mésofaune, de la macrofaune? Qu'est-ce que vous avez regardé? Fait, s'appuie sur un petit peu l'état de l'art au niveau des études sur l'agriculture de conservation, qui nous indique qu'en fait, quand on met ces principes en œuvre, la biodiversité s'accroît en diversité, en intensité d'activité. Donc, notre objectif, c'est de réussir au mieux ces trois leviers de l'agriculture de conservation, et on considère d'office que le volet biodiversité suit. On n'a pas D'accord. du tout travaillé euh, sur le spécifique. Enfin, on l'a fait au tout début, mais ça ne nous a pas amené grand-chose en plus. Euh, et après, on considère quand même souvent que si on voit beaucoup de vers de terre, c'est un indicateur simple et facile de biodiversité. Donc voilà, on s'est arrêté là. Ça marche. Une dernière question de notre collègue Ingrid, qui voulait savoir si en plus de tout ça, vous aviez rajouté des analyses de sève. On a testé les analyses de sève. Euh, le problème, en fait, des analyses de sève, c'est qu'à l'époque, elles partaient aux États-Unis, donc il y a un petit peu de délai euh, élève le moment où on a le résultat. Si on nous dit qu'on manque de tel oligo-élément qui est peut-être un petit peu moins commun, il faut aller trouver le bidon de l'oligo-élément qui va bien. Ce n'est pas forcément en stock chez le distributeur du coin. Il ne sera pas forcément moins cher que des fois des mix complets d'oligo-éléments distribués à grande échelle. Donc, du coup, on a pris le parti de mettre des oligo-éléments de manière systématique en préventif. Ce n'est pas très onéreux, il n'y a pas de risque environnemental. C'est plus simple, voilà. Merci, ça marche. S'il y a encore des questions pour Yves, vous pouvez continuer à les poser par écrit. Puis Yves, éventuellement, pendant la présentation d'Aurélie, je te laisserai y répondre après avoir coupé ta caméra, ton micro et ton partage d'écran. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces réponses aux questions. On vous met dans le chat et en description le lien vers la fiche qu'avait rédigée Yves il y a maintenant 2 ans, je crois, sur raisonner l'utilisation des traitements de semences en céréales à paille. Donc, si vous voulez, vous aurez un support écrit pour retrouver ça. Euh, si, euh, Si vous voulez aller la voir, vous retrouverez ça donc en description et dans le chat. Notre deuxième intervenante, Aurélie, est ingénieure réseau défi à la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Aurélie, je crois que tu accompagnes toi un groupe principalement de céréaliers qui travaillent sur divers sujets, donc la couverture de sol notamment, l'association de plants de campagne. Je crois me souvenir d'une de tes présentations sur le colza associé, et vous travaillez aussi sur l'enrobage de semences. Donc ensemble, vous avez mené plusieurs travaux, et encore une fois, là, on vous met dans le chat et en description le lien vers la page que Aurélie tient à jour pour retrouver tous ces travaux. Mais aujourd'hui, tu es venu t'es venu nous présenter un sujet bien précis que tu travailles avec ton groupe depuis 2022, à savoir l'utilisation des macérations de plantes en substitution des traitements phytosanitaires. Aurélie, je te laisse la main pour nous partager vos travaux. Du coup, Aurélie Cabirol, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Ariège dans un service projet, et j'ai récupéré l'animation du groupe Défi Grande Culture depuis maintenant 3 ans. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler, déjà vous présenter le groupe Défi, quels sont les principaux axes de travail sur lesquels on est, et notre sujet central, donc les macérations, en quoi ça consiste, et comment le groupe a pu mettre en place une expérimentation à ce sujet, et quelles poursuites on espère mener dans les années à venir. Donc, tu peux switcher.
Donc, le groupe Défi Grande Culture, il existe depuis un peu plus de 10 ans. Au moment du réengagement, on est reparti avec 12 agriculteurs. Au niveau du profil, on est sur des producteurs principalement de maïs semences. Sur les 12 agriculteurs, 10 produisent du maïs semences. Sinon, après, comme autre culture, il y a du maïs grain, tournesol, céréales d'hiver, colza. Et il y a uniquement un agriculteur en bio. Au niveau du coup des points communs de l'ensemble de ces agriculteurs, c'est la conservation des sols. Ils essaient tous de tendre vers ça, sauf sur les parcelles en maïs semences où là, on a du labour assez systématiquement avant la culture. Et ensuite, la mise en place de couverts végétaux d'hiver systématiquement et pour certains, des couverts végétaux d'été. Donc, beaucoup de similitudes dans ce groupe, mais aussi des particularités. Comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est quand même un groupe qui est assez regroupé géographiquement. La distance maximale entre les deux, mais à peu près, on met une heure de route. Mais on a quand même une grande diversité au niveau des sols, donc avec des grausses, des terres très caillouteuses en bord d'Ariège, des boulbènes, des alluvions limoneuses, argileuses ou les coteaux argileux. Au niveau des thématiques, donc depuis maintenant 1 ou 2 ans, on essaie de travailler un peu plus sur l'agriculture de précision avec tout ce qui est équipement RTK, système isobus, station météo pour le maïs semence. Un agriculteur est équipé du précision planting, voilà tout ce qui va être gestion de l'azote avec de la carto. Comme a pu le dire Mathieu, on travaille aussi sur le colza associé, qui est une technique qui est vraiment généralisée depuis un peu plus de 5 ans, avec notamment de la févrole. Le pâturage découvert, parce que certains agriculteurs ont un petit atelier d'élevage ou aussi certains font venir des éleveurs de la montagne pour pâturer leurs couverts. Mais aujourd'hui, la thématique qui nous intéresse le plus, ça va être les macérations de plantes. Du coup, qu'est-ce que les macérations ? Donc, les macérations, ça reste un terme quand même très générique pour parler des préparations naturelles à base de plantes. On en distingue plusieurs types, les extraits fermentés, les infusions de plantes sèches et fraîches, les tisanes et les macérations huileuses. Au niveau du groupe, on a travaillé principalement sur les extraits fermentés et les macérations huileuses. Donc, leur fonctionnement, en fait, si on regarde pour les valeurs au niveau du sol, donc, comme a pu en parler Yves, on regarde le pH. Donc, il faudrait qu'ils soient entre 6 et 7. Là, voilà, tout le monde est au courant pour cette valeur. Au niveau du redox, il faudrait être sur des sols entre 200 millivolts et 300 millivolts pour une conductivité de 1 à 2,5 millisiemens et un paramagnétisme de 300 CGS. Lors des formations qu'on a pu faire avec Éric Petiot ou Philippe Houdin, on a pu mesurer en fait ce paramagnétisme dans nos sols. Et nous, en Ariège, on est aux environs de 100 CGS pour les meilleurs sols en fait qu'on a pu mesurer. Donc, il y a vraiment une question sur ce paramagnétisme qui se pose. Et aujourd'hui, on veut essayer d'aller plus loin. On va envoyer en fait des analyses de sol à Éric Petiot pour avoir ces valeurs pH, redox, conductivité et paramagnétisme pour chaque expé que l'on veut faire. Donc ça, c'était vraiment au niveau du sol. Après, concernant la plante, en fait, vous pouvez voir sur le graphique, donc par rapport au pH et au redox, c'est la croix redox qu'en fait vous a présenté Yves juste avant. Et la zone de confort de la plante, on voit que c'est dans le milieu acide réduit. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, les extraits fermentés sont aussi dans ce milieu acide réduit. Les extraits fermentés vont intervenir en préventif de l'arrivée des maladies et des ravageurs, de manière à maintenir la plante dans cette zone de confort, avec cet apport d'électrons en fait qui induit une réduction de la plante. En fait, on va vraiment tenter de rester sur ce profil-là. Parce qu'en fait, on voit que si on tend sur un profil plus oxydé, on peut arriver sur les maladies du bois pyrale. On n'a pas trop travaillé sur ce système-là, mais aussi sur les maladies de surface. Et c'est vraiment sur ces maladies qu'on a pu faire des observations. Rouille, mildiou, fusia, puceron, méligette concernant le colza. Là, dans ces cas-là, on va être sur un milieu alcalin oxydé. Et comme a pu l'expliquer Yves, tout ce qui va être produits phytosanitaires, donc les herbicides notamment, puisque nous, ils essayent vraiment d'arrêter fongicides, insecticides,
mais les herbicides, pour l'instant, on n'arrive pas à s'en passer. Donc, apport d'herbicides, les engrais minéraux synthétiques, tout ce qui va être travail du sol, etc., on va oxyder notre plante, oxyder notre sol. Et en gros, on va arriver vers ce profil de maladie de surface, enfin favorable au développement des maladies de surface. Et en fait, quand nous, on applique nos produits fongicides, insecticides, ce qui va se passer, c'est qu'on va suroxyder la plante de manière à tuer le champignon. Et en fait, on va rester dans ce profil favorable aux maladies, ce qui va entraîner que derrière, la plante va être plus susceptible de pouvoir attraper d'autres maladies ou de pouvoir attirer des ravageurs. Donc, je te laisse passer la slide. Donc, en fait, en parlant de maladies, on va parler aussi de compartimentation. Donc, en fait, les macérations, comme j'ai pu le dire, elles doivent intervenir en préventif. Une fois que la maladie est installée, il va falloir être très vigilant. Donc, il peut arriver deux phénomènes. Soit la plante est compartimentée, c'est-à-dire qu'elle reconnaît la maladie et qu'elle va mettre en place son système de défense. C'est quand on voit des halos jaunes, rouges autour de la maladie où vraiment, il y a tout un système de défense qui se met à cet endroit-là pour lutter contre cette attaque en fait du ravageur ou du champignon. Et donc dans ces cas-là, le système de défense est déjà mis en place, la plante compartimente et on va rembourser l'effort fourni avec un extrait fermenté ortie consoude. Si la plante ne reconnaît pas la maladie, en fait, elle ne va pas réagir, elle ne va pas mettre en place de système de défense. Et dans ces cas-là, on va intervenir avec du curatif. Donc, ça peut être soit du produit phyto, soit dans notre cas, on essaye plutôt de travailler avec des huiles essentielles. Hop, je te laisse passer. Du coup, juste pour vous illustrer un petit peu, au niveau d'un exemple d'itinéraire technique qu'on a pu mettre en place sur blé tendre, juste un petit rappel sur que j'ai pas mentionné avant, sur le fonctionnement des macérations. En fait, il faut les appliquer avec des températures de l'air supérieures à 10 degrés et des températures du sol supérieures à 12 degrés. Donc, l'application, elle se fait soit tôt le matin pour une absorption foliaire, soit tard le soir pour une absorption racinaire. Et là, je vais vous présenter un itinéraire que l'on a fait pendant quelques années et où, au final, on n'était pas bon du tout. Donc, parce que cet itinéraire, on l'a récupéré par rapport aux données de Philippe Houdin, qui est un agriculteur qui se situe dans le nord, vers au-dessus de Dijon, tout ça. Et en fait, ce qu'on a fait pendant 3-4 ans, c'était d'appliquer un extrait fermenté de luzerne avant le semis. La luzerne va permettre d'accélérer la dégradation de tous les résidus en fait végétaux qu'il peut avoir sur la parcelle. On fait un apport de basalte. Tout à l'heure, je vous ai parlé de paramagnétisme. Le basalte va aider pour remonter ce paramagnétisme au niveau des sols. C'est pour ça que nous, on en applique au niveau de nos sols, parce qu'on est très faible en CGS. Ensuite, au stade 3 feuilles, on va appliquer un extrait fermenté d'ortie consoude, 5 litres d'ortie, 5 litres de consoude, de la décoction de prêle à 10 litres hectare entre 1 et 2 nœuds, et une autre application d'extrait fermenté ortie consoude ADFE. Donc, pourquoi jusqu'à maintenant, cet itinéraire, en fait, on a compris que c'était pas adapté chez nous. C'est parce que, en fait, quand on a voulu appliquer nos orties consoudes, cette application au niveau 3 feuilles et voire 1 nœud, 2 nœuds, on peut aussi appliquer de l'ortie consoude à la place de la décoction de prêle. Mais en fait, c'est très compliqué à positionner parce que soit on est au bon stade, soit on n'a pas les bonnes températures de l'air et du sol. En fait, c'est vraiment au niveau de l'hiver que ça arrive chez nous. Et ce qu'on n'avait pas compris, en fait, c'est que Philippe Houdin, lui, il fait cette application, mais parce qu'il fait des semis beaucoup plus précoces que nous. Donc, du coup, il a ce stade 3 feuilles qui arrive au bon moment. Donc là, on a pu avoir une formation avec Éric Petiot en novembre dernier. Donc, on le mettra en place pour la prochaine année culturelle. On va essayer d'appliquer 10 litres de consoude au moment du semis parce que la consoude va avoir un effet plus bénéfique sur le sol et l'ortie plus sur la plante. Et en fait, on va revenir avec notre décoction de prêle en sortie d'hiver
et notre application Horticonsoude ADFE. Parce que du coup, en fait, vu qu'on loupait ce passage Horticonsoude au stade 3 feuilles, ben, souvent quand on arrivait avec notre décoction de prêle en sortie d'hiver, ben, il n'y avait pas eu déjà de première protection préventive et du coup, on commençait à avoir l'apparition de certaines maladies. Donc, autre point, ce qu'on a pu voir, c'est que, comme j'ai pu vous le présenter juste avant, dès qu'on applique un produit phytosanitaire, on oxyde. Donc, du coup, nous, après chaque passage d'herbicide, au bout de 7 jours, on revient avec un extrait fermenté d'ortie-consoude ou uniquement d'ortie, ça peut marcher aussi, pour revenir, enfin ramener la plante dans son bon profil pour se développer, donc dans la réduction, et pour pallier justement à cette oxydation liée au passage d'herbicide. Du coup, au niveau des macérations, on a fait des essais d'application, mais on a aussi essayé de se faire nos propres macérations. Donc, juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans le processus de fabrication des macérations. Donc, pour 100 litres de préparation, on prend 10 kg de plantes entières. On l'a essayé, nous, pour l'instant, uniquement sur ortie, avec 100 litres d'eau de pluie. On met tout ça dans des cuves. Les orties, on les met dans des sacs à patates. En fait, on a récupéré les sacs à patates parce qu'il y a la bonne maille pour qu'il y ait les échanges. On le remplit d'eau, on met on ferme le bidon pour que la fermentation se fasse en anaérobie. On suit la fermentation donc qui suit cette courbe que vous pouvez voir à côté. Donc avec notre appareil qui mesure le redox, on a un appareil qui donne pas une valeur exacte très représentative. Donc en fait, on regarde juste l'évolution des valeurs. À chaque fois, ça suit la même courbe, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord une réduction, puis ça va se réoxyder, et au moment où les valeurs diminuent de nouveau, là, on coupe le processus, on filtre des chaussettes de foot. Les agriculteurs, ils ont récupéré ça de leur fils. On filtre là-dedans. Pareil, c'est la bonne maille pour la filtration. On remplit nos cuves. On fait attention que la cuve soit vraiment bien remplie pour justement éviter les échanges d'oxygène et fermer, laisser en anaérobie. Oui, c'est bon, tu peux laisser la prochaine slide, Mathieu, merci. Du coup, vers quoi on veut tendre en parlant de tout ça avec le groupe, c'est la théorie du triangle que expose Éric Petiot. En fait, la théorie du triangle, l'idée, c'est d'apporter des micro-organismes. Donc, nous, on a parlé d'extraits fermentés, mais certains agriculteurs peuvent les apporter avec les thés de compost oxygéné. Ça marche aussi. L'idée, c'est vraiment d'apporter ces micro-organismes dans le sol, bactéries, champignons. Ensuite, on nourrit les micro-organismes avec des fumures organiques. Donc, nous, on travaille principalement avec du fumier de vache, avec des composts de déchets verts et du BRF. Mais voilà, il faut aussi qu'on travaille sur cette matière organique qui va être vraiment une des clés de réussite de nos pratiques. Et le dernier point, c'est vraiment là où, de notre côté, il va falloir qu'on axe vraiment pour réaugmenter ce paramagnétisme, augmenter nos valeurs en CGS. Et j'espère que du coup, les analyses de sol et les suivis qu'on veut faire pendant 5 ans va nous permettre de voir comment les augmenter avec des apports réguliers de basalte. On pense apporter à chaque semis d'automne jusqu'à 400 kg de basalte. Donc voilà pour les poursuites du groupe. Il y a des résultats assez mitigés parce qu'on a des très bons résultats sur les insectes vu qu'on le voit à l'instant T. Au niveau des maladies, donc sur de l'oïdium, on a pu vraiment maîtriser la maladie, enfin sans fongicide. Tout ce qui va être septoriose aussi, on arrive à tenir sans intervention. Le plus compliqué, ça reste s'il y a un contexte climatique favorable au développement des rouilles. Là, comme a pu le dire Yves juste avant, on s'empêche pas un traitement fongicide au cas où. On est là pour de l'expé, mais on sauve la culture avant tout.
C'est arrivé une fois qu'on doive intervenir avec des fongicides, mais en fait, on avait un blé qui avait été très poussé en sortie d'hiver avec des gros apports d'engrais. Et du coup, le blé était vraiment trop développé et très sensible pour attraper la maladie. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs à mettre en place avant d'arriver jusqu'à ces extraits fermentés. Mais voilà, on a fait des erreurs, on apprend, on a fait une formation là il y a quelques mois où on se rend compte que on n'a pas toujours tout bien mis en place. Donc affaire à suivre. En tout cas, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Aurélie. Alors vous pouvez poser vos questions suite à la présentation d'Aurélie dans l'onglet QR ou dans la conversation si l'onglet QR fonctionne pas forcément pour vous. En tout cas, on vous met dans le chat et en description le lien vers un poster qu'Aurélie avait présenté à un colloque où on était allé il y a 2 ans. Le colloque Défi d'Occitanie. Donc, tu avais présenté un petit poster où tu reprends dans les grandes lignes ce que tu racontes là. Du coup, là, tu nous as parlé un petit peu de ces préparations, de ces macérations. On avait reçu Florian en webinaire il y a quelques semaines, quelques mois, qui nous avait parlé de ses travaux avec son groupe. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous êtes organisé pour préparer ces macérations? Comment c'est organisé, C'est-à-dire c'est-à-dire où pour... est-ce que vous avez trouvé votre matière première? Comment est-ce que quel choix Alors, vous avez fait pour faire ces préparations? donc du coup, pour l'instant, les préparations, on a uniquement opté sur l'ortie vu que on retrouve de l'ortie un peu partout sur chaque exploitation. Des zones un peu plus homogènes, l'idée c'est d'éviter qu'il y ait trop d'autres espèces à part l'ortie pour avoir en fait une macération assez propre. Donc pour l'instant, on l'a fait uniquement avec des orties. Ensuite, pour certains, ils ont dans l'idée de planter de la consoude pour faire leur extrait fermenté de consoude aussi. Planter une dizaine de pieds, en fait, ça pourrait leur suffire hein, pour des exploitations à peu près de 100 hectares. Et sinon, on a pris aussi le parti de commander des macérations à Purin d'Ortie et compagnie, avec Nicolas Gaulier, avec qui on travaille. Voilà, enfin, c'est pas un partenaire officiel, mais on pourrait presque dire ça. On travaille ensemble sur le système de conditionnement qui, aujourd'hui, n'est pas idéal pour un système grande culture, en fait, vu que c'est des bidons de 23 litres. Donc, voilà, chez David, par exemple, chez qui on met en place les essais, il utilise quasiment 200 litres de bidons, 200 litres par an. Donc, en bidon, ça commence à être énorme. Donc, on travaille avec lui pour voir au niveau du conditionnement, comment améliorer ce conditionnement pour s'adapter à des systèmes grande culture. Et justement, là, tu parlais de ces quantités. On a une question dans le chat là-dessus. Est-ce que tu pourrais rappeler les quantités que vous utilisez à l'hectare pour les préparations d'ortie ou de consoude? Du coup, ortie consoude, on est à 5 litres de chaque, 5 litres d'ortie, 5 litres de consoude. Quand on passe en pur, on va être à 10 litres de macération. En fait, l'idée, c'est d'être à 10 litres de manière globale, donc soit 5-5, soit 10 litres d'ortie ou 10 litres de consoude. D'accord, merci. De toute façon, je vois qu'on arrive au bout de notre heure et j'imagine que vous aurez d'autres questions. Vous pouvez donc évidemment les poser dans le chat. Aurélie soit pourra y répondre à l'écrit, soit pourra éventuellement vous y répondre plus tard. En tout cas, on vous remercie toutes et toutes d'avoir suivi ce 10e épisode des webinaires du réseau Défi Ferme. On espère que le format vous a plu comme toujours et surtout qu'on a répondu à un maximum de vos questions. C'est ce que je disais. Si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions et que vous souhaitez recontacter nos intervenants, notre intervenant et notre intervenante, vous retrouverez leurs contacts dans les pages internet qu'on vous a partagées, dans le chat et dans la description. Vous aurez à minima leur mail pour pouvoir leur envoyer vos questions. Ce webinaire sera rediffusé en ligne et sur YouTube. Donc, si vous êtes inscrit via le lien, comme je vous disais tout à l'heure,
vous recevrez normalement, dès que le montage sera terminé, le résultat du replay, le lien pour accéder au replay. Enfin, je voulais vous rappeler notre prochain rendez-vous, si vous pouvez vous y inscrire dès à présent. On se retrouve le 4 avril prochain pour discuter de l'intégration du désherbage mécanique dans les systèmes de culture. Et vraiment, je vous recommande ce webinaire puisqu'on ne s'intéressera pas qu'au cas des cultures sarclées. On s'intéressera à plusieurs cas différents. Donc, vous pouvez retrouver le lien, on vous met en description et dans le chat, encore une fois, le lien pour aller retrouver le planning vers les prochains webinaires. Vous aurez aussi la liste des replays et surtout le lien d'inscription vers le prochain webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence et vos questions et bon après-midi.